Mike, dans mon garage, j'ai accroché mes clubs de golf au crochet prévu à cet effet. Jouer au golf est ma façon de profiter de la solitude. Je ne joue pratiquement jamais au golf avec des amis. En général, le dimanche, je choisis un parcours que je n'ai pas visité depuis longtemps et je me fixe une heure de départ. De temps en temps, je me retrouve sur les fairways herbeux à jouer un parcours avec un partenaire d'affaires. Bien que la plupart du temps je sois associé à d'autres golfeurs, j'espère toujours jouer seul. L'ignorance des autres joueurs me permet de rester dans mon coin et de profiter pleinement du jeu. C'est ce qui me plaît dans le golf. Bien que je ne sois pas le meilleur golfeur, je termine généralement avec un score d'environ 11 au-dessus du par, une norme utilisée dans le golf pour évaluer les résultats et le niveau de compétence des joueurs. Là où j'excelle vraiment, c'est dans le jeu court. À partir de 150 mètres, je rate rarement le green. La partie du parcours où l'herbe est la plus courte autour du trou s'appelle le green. Lorsqu'il s'agit de jouer les coups les plus difficiles avec un driver, un club conçu pour les coups les plus longs, avec l'angle d'inclinaison le plus faible et le manche le plus long, j'ai un scénario de réussite ou d'échec. Une semaine, ma balle va exactement là où je veux qu'elle aille, la semaine suivante, je râle en passant toute la journée à essayer d'échapper à une fosse de sable. Les autres golfeurs peuvent probablement comprendre ce que je dis. Je suis passé du garage à la cuisine pour me laver les mains et prendre une bière. Pendant ce temps, j'ai entendu la voix de ma femme provenant de la fenêtre ouverte de la cuisine. Elle était au téléphone en train de discuter avec quelqu'un. Ma femme a adoré la piscine que nous avons installée dans le jardin l'été dernier. Elle était toujours en train de nager, de se détendre à proximité en bronzant, ou de se relaxer dans un fauteuil parmi les arbres à côté de la piscine pendant les journées chaudes. Elle portait toujours son plus petit bikini, et j'adorais la voir dans ces moments-là. À chaque fois, j'avais envie d'arracher ces petits bouts de tissu serrés et de la porter directement sur la terrasse de la piscine. Mais ce que j'ai vu par la fenêtre m'a figé sur place et a exacerbé tous mes sens à l'extrême. Exactement. Nous devrons toutes porter des bikinis moulants. En effet. Comme ceux que nous portions lors de nos vacances de printemps à l'université. Vous vous souvenez de la réaction de chacun des garçons? C'est vrai. Ce sera vraiment amusant de taquiner et de tourmenter nos gars. Comme lors des vacances de printemps, l'un d'entre eux sera peut-être un peu trop enthousiaste et devra rester dans l'eau jusqu'à ce qu'il se calme. Nous découvrirons alors qui est le plus grand d'entre eux. Elle a ri après le dernier mot. Je suis d'accord, cela va être très amusant. Elle avait l'air enthousiaste tout en continuant à parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Oui, je sais, je suis peut-être un peu un fauteur de troubles, mais pour nous, les filles, ce sera l'amusement parfait. Oh, waouh, ce serait hilarant. Je peux déjà le visualiser. Quand pensez-vous que nous devrions essayer cela? Qui est mon mari? HMPH, c'est sûr qu'il sera furieux, mais je commence déjà à glousser rien que d'y penser. D'accord, c'est bien. Je vais m'en occuper. Il faut que j'y aille. Mike va bientôt revenir du golf, et nous avons prévu un barbecue. Oui, et ensuite on se prélassera autour de la piscine. Oh, j'adore les dimanches soirs. Mike aime jouer au golf le dimanche. Après une semaine de travail et de tâches ménagères le samedi, je préfère ne rien faire. Pour être honnête, cette piscine est l'endroit idéal pour se détendre. Je lis, je me prélasse et je prends le soleil. Très bien, à bientôt, j'ai vraiment hâte de voir tout le monde. Au revoir. L'absence de la voix de ma femme s'est faite soudainement, et j'ai alors réalisé que j'avais involontairement retenu ma respiration pendant tout ce temps. J'ai expiré longuement et régulièrement. À quoi faisait-elle allusion? Son plan allait apparemment être tout à fait hilarant. Elle s'apprêtait à me faire ça, alors ça sonnait comme ce qu'elle avait prévu. On aurait dit que le but était de faire une blague à mes dépens. J'aimerais vous parler un peu de mes jeunes années. Lisa et moi sommes mariés depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, j'ai passé 3 ans à la poursuivre avant de nous marier un mois avant la remise des diplômes. Nos amis nous enviaient lorsque nous avons loué un petit appartement d'une chambre près de l'université. Nous nous étonnons encore l'un l'autre, car nous étions vraiment amoureux. Nous étions le couple marié le plus âgé de notre cercle, nous étant mariés avant la plupart de nos amis. Les amis proches de Lisa, accompagnés de leur mari, ont organisé un week-end dans une maison au bord de la mer au lieu d'assister à notre réunion d'anciens étudiants. Étant donné que je n'avais pas beaucoup d'amis à l'université, j'ai pensé que c'était une excellente idée. Mon travail scolaire, le football et Lisa occupaient toute mon attention. Lisa avait de nombreuses qualités.
Elle étudiait la psychologie sans effort et prenait toujours le temps de se rencontrer, tandis que je travaillais dur pour obtenir mon double diplôme en commerce et en comptabilité. Son mode de vie est resté le même, même après le mariage, mais nous passions du temps ensemble tous les 2 jours, sauf pour les cours ou les activités sur le terrain. 2 semaines plus tard, 6 couples séjournant dans une propriété louée ont planifié une excursion à la plage. Je connaissais tous les amis de Lisa à l'université, toutes les femmes, mais seulement quelques-uns de leurs conjoints. Pour Lisa, c'était l'occasion de renouer des liens, pour moi, c'était une pause dans le travail. Le plan était simple. Les hommes allaient traîner, nager, faire des grillades et siroter des bières. Mais que voulait-elle dire à propos des femmes qui se moquaient de nous en portant des bikinis provocants? S'agissait-il d'une tentative de revivre leurs folles années d'université? Lisa savait que j'évitais toujours les situations inconfortables. Même si c'était particulièrement intolérable pour moi, personne n'a envie d'être embarrassé en public. J'ai parlé à Lisa des premières années de ma vie lorsque nous sortions ensemble. Ma mère dirigeait une garderie à domicile, et elle me giflait devant les autres enfants et baissait mon genre pour mauvaise conduite. Certains riaient, d'autres murmuraient, d'autres encore me montraient du doigt. C'était humiliant. Au collège, je ne parlais presque plus à ma mère. Je planifiais des voyages pour éviter de rentrer à la maison et je travaillais l'été sur le campus. Je n'avais tout simplement pas envie de la côtoyer, je ne la détestais pas. Elle m'appelait encore une fois par mois, s'enquérant de ma vie, me demandant dernièrement quand je lui donnerais des petits-enfants. Elle voulait s'occuper d'eux lorsqu'elle prendrait sa retraite, me disant que je devais me dépêcher, comme si je l'avais laissé approcher mes enfants. J'ai esquivé la conversation, sans jamais m'engager à quoi que ce soit. Même avec Lisa, je détestais les disputes et je les évitais autant que possible. Se disputer n'était pas payant. Certains pourraient considérer cela comme de la faiblesse. Je trouve que c'est une façon plus simple de vivre. Ma mère a fait de nombreuses choses pour m'humilier pendant mon enfance, ce qui a façonné ma grande sensibilité à l'embarras, en particulier devant les femmes. Mon esprit s'emballait alors que je sortais par la porte arrière en direction de la piscine, me demandant ce que ma femme avait en réserve pour le week-end de réunion qui s'annonçait. Lisa m'a salué depuis sa chaise longue. Comment s'est passée ta partie de golf? Tout s'est parfaitement déroulé. J'ai obtenu un score de 5 au-dessus du par. C'était une bonne partie puisque mon driver ne pouvait pas manquer aujourd'hui. Tandis que mon esprit se répétait, reste calme, ne révèle rien, restez calme, ne révélez rien, j'ai parlé sur mon ton habituel, presque décontracté. À qui parlais-tu au téléphone? Lui demandai-je à mon tour. Oh. Tu étais déjà à la maison, je n'étais pas sûr de le savoir. Elle s'est arrêtée une seconde, puis s'est redressée rapidement. Je discutais avec mon ancienne colocataire, Angie. Nous nous préparions pour le week-end des retrouvailles. Ah, j'ai compris, ai-je marmonné en me touchant la nuque, encore endolori par le golf. Je vais prendre une douche et faire cuire quelques hamburgers sur le grill. On se voit plus tard. Je ne vous ennuierai pas avec les détails des 2 semaines suivantes. Tout se passait comme prévu. Quelques fois par semaine, Lisa et moi étions intimes, c'était toujours fantastique. Elle est toujours aussi belle, aussi en forme qu'à l'université, avec des courbes aux bons endroits. Chaque fois que je passe devant elle, je ne peux m'empêcher de lui donner une petite tape sur le derrière. Elle a l'air d'aimer ça, en fait, ça ne la dérange jamais vraiment. Vendredi, tout le monde est arrivé à la maison de la plage à des heures différentes. Certains sont arrivés à temps pour le dîner, d'autres ont profité du soleil de l'après-midi. Au coin du feu, nous avons passé une merveilleuse soirée à rattraper le temps perdu et à nous remémorer l'université. Alors que certains prévoyaient d'attendre encore quelques années, seul un couple parmi nous avait déjà un enfant. Lisa avait cessé d'utiliser la contraception parce qu'elle et moi avions récemment décidé que nous étions prêts à avoir des enfants. Après tout, dans le groupe, nous étions le couple marié depuis le plus longtemps. Le samedi a commencé par une matinée décontractée organisée par les femmes, suivie d'une journée entière à la plage, à bronzer, à nager et à gérer notre stock d'alcool. À ma grande surprise, toutes les femmes portaient des maillots de bain très discrets. Ayant entendu l'appel de Lisa à Angie, je m'attendais à ce qu'elle se présente en bikinis minuscule. Non pas que je m'y sois opposé. Chacune d'entre elles était très séduisante. Mais l'idée que d'autres personnes puissent regarder ma femme dans une tenue aussi révélatrice était la seule chose que je voulais éviter. C'est exact. Tout à fait. 2 poids, 2 mesures. Qu'y a-t-il d'autre de nouveau?
Nous sommes tous rentrés vers 22 heures après une autre soirée détendue de grillades, de boissons, de plaisanteries et de conversations étonnamment intelligentes. Nous, les vieux couples mariés, sommes censés nous coucher tôt, je sais. Bien sûr, ce n'était plus l'université, avec ses nuits sauvages et insouciantes. Ce samedi soir, les sons de la passion résonnaient dans notre maison. La plupart d'entre nous ne l'ont pas remarqué, nous étions tous trop préoccupés par le plaisir que nous procuraient nos propres conjoints avant de nous endormir. Une journée entière passée au soleil, combinée à une forte consommation d'alcool, épuise véritablement l'énergie et garantit une bonne nuit de sommeil. Le dimanche a commencé comme une réplique du samedi jusqu'à midi, heure à laquelle nous nous sommes dirigés vers le rivage. Nos conjoints nous ont envoyé installer des glacières, des couvertures et des parasols, en promettant qu'ils seraient là dans une minute. Rien de remarquable. Il faut environ 3 secondes à un homme pour enfiler son maillot de bain et, en un rien de temps, nous sommes partis. La seule chose inhabituelle était que mon maillot de bain était introuvable. J'étais presque sûr de l'avoir laissé sur le bord de la baignoire la nuit précédente, alors après avoir fouillé la chambre, j'ai demandé à Lisa où il était. Elle a haussé les épaules, disant qu'elle ne les avait pas vus, mais qu'heureusement, elle m'avait préparé une paire de rechanges. Je l'ai remercié, je les ai enfilés et je me suis précipité dehors pour rejoindre les autres gars. Comme vous le savez, les femmes, même pour la plage, mettent beaucoup plus de temps à se préparer. Naturellement, il y a la crème solaire à appliquer, les cheveux à coiffer, les lunettes de soleil manquantes à trouver et, bien sûr, les sandales parfaites assorties au maillot de bain. Vous l'avez deviné. Les hommes sont partis en premier pour s'installer dans l'après-midi, nos dames devaient nous rejoindre peu de temps après. Lorsqu'elles sont arrivées, chacun d'entre nous a laissé tomber sa mâchoire et est devenu silencieux. Les 6 femmes se sont approchées de nous comme des mannequins, mettant en valeur leurs silhouettes dans des mini-bikinis très révélateurs. Sous nos yeux ébahis, des seins et des dos presque nus s'affichaient et se balançaient. Si nous avions été sur une plage publique, je suis certain que ces femmes, dans leur tenue dépouillée, auraient été arrêtées. Il y avait tant de féminité séduisante à l'affiche. Angie est la première à prendre la parole. Les filles et moi avons pensé qu'en tant que vos merveilleux maris, vous méritiez un petit cadeau. En outre, nous avons beaucoup de biens immobiliers ici et ici, a-t-elle ronronné, passant doucement ses mains sur ses seins, puis les faisant glisser le long de sa taille jusqu'à ses hanches avant de donner à ses fesses une claque enjouée qui aurait bien besoin d'un bon bronzage. Alors, cet après-midi, nous avons décidé de te donner une petite représentation. Des objections, demanda-t-elle, les sourcils levés et un sourire complice nous observant. Il semble que nous ayons tous perdu notre capacité à parler. Essayant de faire comme s'il s'agissait d'une journée de plage comme les autres, nous faisions de notre mieux pour ne pas fixer nos yeux sur les femmes des autres hommes. Pourtant, c'était une lutte continuelle pour ne pas se crisper face à un tel spectacle. Toutes les femmes se sont mises d'accord pour jouer au paddleball après le déjeuner. Chaque personne avait une pagaie, vous connaissez le jeu, et vous envoyez une balle en caoutchouc d'avant en arrière, en comptant combien de fois vous pouvez la frapper avant qu'elle ne touche le sol. La petite balle se déplaçait effectivement d'avant en arrière, mais en même temps, nos yeux étaient inondés de rebonds, de secousses, de balancements, et parfois de petits bouts de tissu qui s'échappaient de la balle, beaucoup d'attributs féminins. C'était trop pour moi à la fois. En jetant un coup d'œil nerveux aux autres hommes, j'ai vu qu'ils luttaient eux aussi contre les réactions naturelles des hommes en bonne santé. Quant à moi, j'étais déjà à mi-chemin d'une crise majeure. Maladroitement, je me suis levé et je me suis dirigé vers la piscine avant que la situation ne devienne vraiment embarrassante. Au moment où j'arrivais dans l'eau jusqu'à la taille, je me suis retourné pour continuer à observer le spectacle du bord de mer. À l'instant même, je me suis figé de stupéfaction. Le jeu s'était arrêté. Toutes les femmes souriaient d'une oreille à l'autre, concentrées sur moi. « Qu'est-ce que vous regardez toutes ?» demandai-je, perplexe, en regardant de l'une à l'autre. Au lieu de répondre, ma femme a posé sa propre question. « Pourquoi es-tu le seul à être dans l'eau ?» Eh bien, j'avais envie de me rafraîchir, ai-je répondu, toujours perplexe. « Pourquoi cette question ?» ai-je ajouté. « Pour faire simple, tu ne serais pas rentré dans l'eau si tu n'avais pas, disons, une situation, et je suppose que tu ne voulais pas que nous en soyons tous témoins, n'est-ce pas, Mike ?» Lisa l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, et son sourire s'est élargi. La plupart des gars avaient soit un large sourire, surtout parmi les femmes, soit un sourire complice. Quelques-uns ont mis les mains sur les hanches, d'autres se sont même approchés, désireux de voir la scène se dérouler. Alors que mon visage rougissait, une vague de chaleur me monta aux joues et je devins confuse.
Au moins quelques-unes de ces dames m'avaient vu essayer de cacher ma situation difficile en ajustant mon maillot de bain alors que je me dirigeais vers la piscine. Ce n'est pas ce que vous pensez, ai-je menti. Instinctivement, j'ai glissé ma main dans l'eau pour dissimuler ma situation légèrement embarrassante et j'ai été très surprise. Où diable se trouvait mon maillot de bain? Ma main ne découvrit rien d'autre que mon état à moitié mou. Plus aucune trace du tissu qui la recouvrait il y a quelques secondes. J'ai regardé vers le bas et, à mon grand étonnement, j'ai découvert que le reste de mon maillot de bain était resté collé à ma jambe, mais qu'une partie flottait dans l'eau. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Lisa m'avait expressément commandé ce soi-disant slip de bain qui disparaît. C'est sans doute de cela qu'elle discutait au téléphone avec Angie lorsqu'elle a dit « ça va être hilarant ». Toutes les pièces du puzzle se sont mises en place à cet instant. Soit ma femme avait planifié cette farce elle-même, soit elle avait été persuadée par des amis de faire de moi le seul conjoint à se faire avoir avec des maillots de bain dissolvants. Mon cerveau étonné a brièvement examiné les circonstances, comme si le temps s'était ralenti. Les voix autour de moi se sont tues, le soleil brûlant a disparu, et à la place, un frisson a déferlé le long de ma colonne vertébrale comme une vague d'aiguilles glacées. Le coton emplissait mes oreilles et je n'entendais plus que mon propre cœur qui battait à tout rompre. En levant les yeux vers la côte, j'ai remarqué que toutes les femmes me montraient discrètement du doigt. Elles riaient. Alors que certains des hommes semblaient simplement perplexes, ne comprenant manifestement pas ce qui se passait, deux d'entre eux riaient également. Bien que mon esprit s'emballe à 1000 à l'heure, tout me semble être un film calme, au ralenti. Et puis, une fois de plus, en tant qu'adulte, j'ai été catapulté directement dans l'un de mes cauchemars d'enfant, au milieu d'une foule d'étrangers et de nombreux regards. La panique, la honte brûlante, la culpabilité écrasante, toutes ces émotions horribles apparemment oubliées depuis longtemps, ont refait surface et se sont abattues sur moi comme un raz-de-marée. La seule personne à qui j'avais confié ce que ma mère m'avait fait subir dans mon enfance, celle qui était censée m'aimer et me respecter, m'avait trahi, ma femme, celle dont on attendait qu'elle me soutienne dans des circonstances difficiles. Elle m'avait piégé, me laissant nu sous un torrent moqueur. Pire encore, elle riait avec eux pendant que j'étais publiquement humilié. Une fois de plus, comme dans mon enfance, le poids écrasant de l'humiliation et de la honte s'est abattu sur moi, réduisant cruellement ma dignité à néant. En une fraction de seconde, mon esprit a pris conscience d'une chose, je ne pardonnerai jamais à Lisa son acte odieux et répréhensible. Tout comme je n'avais jamais pardonné à ma mère de m'avoir volé mon enfance. Elle ne pouvait rien dire qui puisse changer cela. À ce moment précis, debout dans l'eau jusqu'à la taille, j'ai pris une décision et j'ai serré les dents. Excellent. C'est exact. Il était temps d'en finir une fois pour toutes. Prolonger mon humiliation n'avait aucune raison d'être. Il n'y avait aucune raison de rester debout dans l'eau, cela ne ferait qu'aggraver mon malheur. J'ai donc arraché le dernier morceau de mon slip de bain, qui a glissé de ma jambe avec un léger claquement. Mettant de côté les bouts de tissu sans valeur, j'ai relevé la tête, fixé mes yeux droits devant moi, et j'ai commencé à marcher complètement nu hors du lac. Bien que je fusse dans une stupeur déconnectée, ne regardant ni n'entendant aucun d'entre eux, je crois que les femmes ont commencé à crier quelque chose. Certains instruments, dit-on, sont faits pour être montrés, d'autres n'ont de l'allure que lorsqu'ils sont pleinement utilisés. Le mien était du genre à faire bonne figure à tout moment. Son épaisseur moyenne était d'environ 16 cm, et sa longueur était toujours de 16 cm également. Contrairement à la plupart des hommes, ma saucisse ne rétrécissait jamais à une échelle microscopique. Elle prenait juste quelques centimètres de plus et s'épaississait un peu plus lorsqu'elle était pleinement engagée. Arrivé sur le rivage, j'ai continué à avancer à pas lents et réguliers vers la maison. Une brique est tombée de ce qui avait semblé être la fondation solide de mon mariage, puis une autre. Lisa avait enfin cessé de ricaner, suffisamment longtemps pour crier après moi. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Elle me manquait. Regarder devant soi plutôt que derrière soi. J'ai continué à marcher. Je suis monté dans notre chambre quand je suis arrivé à la maison, j'ai enfilé des chaussures légères et un short, j'ai pris mon portefeuille et mes clés de voiture, et je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai regardé en arrière une fois en sortant du parking. Je n'ai jamais su si quelqu'un m'avait suivi ou non. Je suis rentré chez moi en voiture. Avec Lisa, tout s'est passé pratiquement comme prévu, et j'ai ri tout seul. Mike a été le premier à se précipiter dans l'eau pour se rafraîchir, le maillot de bain disparaissant que j'avais commandé a fonctionné exactement comme décrit, nous toutes, les femmes, nous sautions et bougions dans nos petits maillots de bain moulants, tandis que les hommes s'efforçaient de dissimuler leurs émotions.
Nous pouvions tous voir clairement à quel point il était choqué lorsqu'il s'est penché et a découvert que son maillot de bain fondait pratiquement sous ses yeux. Le choc, l'incertitude, la culpabilité et quelque chose d'autre que je n'arrive pas à interpréter ont tourbillonné sur son visage. Puis, en silence, il s'est levé, a quitté le lac, est passé devant nous tous et s'est dirigé directement vers la maison. Nous étions tous choqués. Pour être honnête, j'étais légèrement irrité qu'il soit passé devant tous mes amis avec son équipement se balançant dans toutes les directions de manière aussi négligente. Après tout, il était mon époux et j'étais la seule à pouvoir le voir nu. Cela dit, j'ai eu droit à quelques remarques de la part des filles, des choses comme « Bon sang, tu as de la chance d'avoir un étalon comme Mike » et « Ma fille, c'est vraiment un paquet exceptionnel ». À l'origine, j'avais l'intention de faire notre petit tour, puis, après une minute ou deux, de descendre dans l'eau et de tendre à Mike son maillot de bain normal que j'avais pris dans mon sac de plage. Après quelques rires inévitables, il serait sorti de l'eau comme si rien ne s'était passé, et nous aurions recommencé à profiter de la journée ensemble. Après tout, il était évident que les hommes étaient ravis de passer toute la journée à nous observer, nous les filles, dans des bikinis à peine transparents, ne couvrant et ne retenant presque rien. Une fois que les rires et les taquineries se sont calmés, j'ai dit que je devais probablement aller voir Mike. Vu la façon dont il est parti, je savais que je devrais peut-être ravaler ma fierté et arranger les choses puisqu'il n'avait clairement pas l'air amusé. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'il verrait les choses différemment. Une idée me vint à l'esprit alors que je m'approchais de la maison, me stoppant presque dans mon élan. Imaginez que Mike se souvienne de la façon dont sa mère l'humiliait dans son enfance. C'est peut-être l'expression que j'ai remarquée sur son visage alors qu'il se tenait immobile dans la mer. Si c'était le cas, j'aurais peut-être commis une grave erreur. Ses premières années ont laissé des cicatrices profondes et douloureuses, il ne parle même pas à sa mère, car il ne lui a jamais pardonné. Bien que j'ai rapidement écarté cette idée, il m'est venu à l'esprit que j'étais probablement en contact avec la mère de Mike plus souvent que lui. Je savais que quelques baisers doux mais passionnés, combinés à l'assurance que je l'aimais et que tout ce qui se passait sur la plage n'était qu'un amusement léger entre amis, permettraient d'arranger les choses avec Mike. J'ai appelé son nom à voix haute dès que je suis entré dans la maison, puis j'ai fait une pause, attendant d'entendre de quelle pièce il répondrait. Silence. En fronçant les sourcils, je me dirigeai vers notre chambre à coucher et la trouvai vide. C'était étrange, alors j'ai continué à l'appeler en faisant le tour de toutes les pièces de la maison, en regardant dans tous les coins. Mais Mike avait complètement disparu. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai senti mon estomac s'effondrer. Même si Mike était en colère contre nous, c'était prendre les choses beaucoup trop au sérieux. Notre voiture avait disparu, et maintenant je me demandais vraiment où il avait bien pu aller. Ce n'était qu'une blague. Il avait dû le prendre personnellement, réagir de façon excessive et s'enfuir. Au bout de quelques secondes, j'ai entendu la sonnerie de Mike retentir dans la chambre et j'ai composé son numéro de portable. Son téléphone était clairement posé sur la commode. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment pouvais-je le contacter? Après réflexion, j'ai conclu qu'il avait probablement besoin d'un peu de temps pour se calmer et qu'il reviendrait bientôt. Je suis retourné sur le rivage et j'ai rejoint le groupe. Tout le monde m'a regardé dès mon arrivée, et les filles ont immédiatement commencé à demander où était Mike. Un certain nombre de gars ont eu l'air inquiets quand j'ai mentionné que notre voiture avait disparu et qu'il n'était pas dans la maison. Mes amis ont balayé cela d'un revers de main, disant que Mike reviendrait bientôt, mais qu'il avait probablement mal compris la plaisanterie et laissé sa fierté prendre le dessus. Tout le monde a vite oublié la disparition de Mike et nous avons recommencé à jouer au ballon et à profiter de cette belle journée de plage. Mike est. Au moins, personne ne pourrait me joindre de sitôt. En rentrant chez moi, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon téléphone à la maison de la plage. Peut-être était-ce une bénédiction cachée. Ensuite, mon esprit s'est tourné vers mon mariage avec Lisa, et comment elle avait pu penser que m'humilier comme ça, devant tous ses amis de l'université, se terminerait bien. Lisa était la seule personne à qui j'avais confié à quel point mon enfance avait été oppressive, dégoûtante et dégradante, à quel point j'avais été poussé dans des situations comme celle d'aujourd'hui. Non, j'ai réalisé qu'elle avait dû faire cela délibérément, ce n'était pas un accident. Mais pourquoi Lisa voudrait-elle m'embarrasser et me discréditer en secret? Elle savait comment je réagirais à une telle farce. Pensait-elle vraiment que je me contenterais de l'ignorer et que je continuerais à faire comme si l'humiliation publique était amusante? Si je l'avais ignoré, je savais que Lisa et ses amis, en particulier les femmes, l'auraient ressorti à chaque événement futur, se moquant une fois de plus de mon embarras. Je n'aurais jamais pu l'oublier, à chaque fois, j'aurais dû revivre ces sentiments terribles.
Et j'ai compris que je ne ferai plus jamais partie de ses amis à partir de maintenant. En repensant aux derniers jours, Lisa avait parlé de cette étrange surprise avec Angie et probablement avec toutes les autres femmes. Pour les amuser, elle avait tout orchestré, achetant ces maillots de bain qui disparaissent, cachant mes maillots habituels et me convainquant de porter ceux qui étaient conçus pour disparaître devant tout le monde. Je savais qu'ils en parlaient avec impatience, anticipant la grande révélation, juste après nous avoir envoyés à la plage, alors qu'ils se glissaient dans leurs bikinis, souriant d'une oreille à l'autre. Puis, une fois de plus, je me suis ravisé. Lisa devait avoir compris que sa blague aurait des conséquences. Me respectait-elle si peu, se souciait-elle si peu de mes sentiments, qu'elle ne se souciait pas de savoir si cela me contrariait? Ou pire, l'avait-elle fait exprès? Mais pourquoi? Et si je l'avais traitée de la même manière? Qu'elle ait planifié un week-end avec des amis, juste pour arracher son bikini au moment le plus inattendu, laissant Lisa complètement exposée devant tout le monde pendant que nous nous moquions tous d'elle. Aurait-elle simplement haussé les épaules, trouvant cela amusant et s'en accommodant? Bien sûr que non. Je parierais n'importe quoi qu'elle aurait été furieuse contre moi et profondément embarrassée. Non, Lisa avait vraiment réfléchi à la question. Elle pensait pouvoir s'en sortir. Quelle était la réaction que j'attendais maintenant? Devais-je laisser passer ce qui s'était passé sur le rivage? Ignorer et pardonner? Je n'étais plus un enfant sans défense. J'étais un homme mûr. Et cette fois, je pouvais me défendre de la manière que je jugeais appropriée. Je voulais garder ma dignité et m'assurer que je ne serais plus jamais la cible d'une disgrâce publique. Je refusais de sacrifier mon amour-propre ou de devenir le jouet de quelqu'un d'autre. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai commencé à préparer des vêtements et des objets de première nécessité pour au moins une semaine. J'ai pris mon ordinateur portable, mon acte de naissance, mon passeport et d'autres documents essentiels dans mon bureau. J'ai ensuite pris ma voiture et je suis parti. Je n'avais aucune idée de la durée de mon absence, mais une chose était claire, je n'avais aucune envie de voir Lisa ou de lui parler de sitôt. Quelques heures plus tard, Mike n'était toujours pas arrivé alors que le jour se transformait en crépuscule. Nous avons commencé à ranger nos affaires de plage pour rentrer à la maison alors que le ciel s'assombrissait. Pourquoi Mike n'était-il pas encore rentré? Je commençais à me sentir un peu anxieuse. Nous devions rassembler nos affaires et quitter la maison louée dans l'heure qui suivait. Au moment de partir, je n'avais pas de voiture. J'ai parlé à Angie, qui a accepté de me raccompagner. À ce moment-là, mon malaise s'est transformé en véritable angoisse. Pour ne rien arranger, une tension palpable régnait pendant que nous faisions tous nos adieux. Certains des hommes se sont simplement détournés sans même me reconnaître, tandis que d'autres évitaient le contact visuel et semblaient mal à l'aise. Peut-être avais-je commis une grave erreur si même mes amis se comportaient bizarrement à mon égard. J'ai remercié Angie, pris mes bagages dans sa voiture lorsque je suis arrivé à la maison, et suis entré dans la maison sombre. J'ai d'abord pensé que Mike était déjà allé se coucher. Mais j'ai vu que sa voiture n'était pas dans le garage. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'était pas à la maison. Il avait oublié son téléphone, je ne pouvais donc pas le contacter. Seul dans la maison vide, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Tout laissait à penser que j'avais commis une grave erreur avec cette farce. Près de mon lieu de travail, j'ai trouvé un petit motel et j'ai réservé une chambre pour la semaine. Mon niveau de stress était encore élevé et je devais trouver un moyen de me calmer. Pour me détendre et me distraire, j'ai pris une douche et je me suis détendu devant la télévision. L'instant d'après, je me réveille en sursaut. En jetant un coup d'œil à l'horloge, j'ai vu qu'il était 4 heures du matin. Je me suis levé et me suis préparé à aller travailler. Arrivant généralement avant le reste de l'équipe à 6 heures du matin, il n'était pas inhabituel pour moi de me réveiller tôt. Lisa avait attendu toute la nuit que Mike revienne à la maison, mais il ne l'avait jamais fait. Il n'avait même pas pris la peine de l'appeler. Ses sentiments oscillaient entre l'inquiétude face à la situation dans laquelle elle se trouvait et la colère contre Mike pour avoir réagi de la sorte. Comment pouvait-il la traiter de la sorte? Partir sans un mot et ne même pas l'appeler? Il savait qu'elle n'avait aucun moyen de le retrouver. Il était clair que son mari ne voulait pas avoir affaire à elle, sinon il l'aurait déjà contactée. Angie a appelé, demandant comment Mike avait été la nuit dernière et si Lisa avait réussi à résoudre quelque chose alors qu'elle se préparait à aller au travail. Comme Mike n'est pas revenu, Lisa lui a fait part de sa frustration. Angie a conseillé à Lisa de la tenir au courant dès que Mike se déciderait enfin à réapparaître. Elle a renforcé ce que Lisa avait déjà envisagé, Mike avait besoin de grandir et de prendre du recul, il avait réagi de façon complètement excessive.
Alors que Lisa raccroche et pose son téléphone sur le siège passager, une pensée troublante s'insinue dans son esprit. Et si elle avait involontairement déclenché le traumatisme le plus profond de l'enfance de Mike? En y réfléchissant, elle s'est rendue compte qu'elle avait placé Mike dans une situation qui lui rappelait la dureté de l'éducation qu'il avait reçue sous les prétendues punitions de sa mère. Elle savait que ses cicatrices émotionnelles étaient encore fraîches, même après toutes ces années. C'est pourquoi Mike n'avait jamais pardonné à sa mère. En fait, il l'avait complètement exclu de sa vie. Lisa savait aussi que Mike faisait tout pour éviter tout contact avec sa mère. Il ne lui a jamais donné l'occasion de s'expliquer et ne l'a jamais défié. Il a simplement disparu, est allé à l'université et n'a presque jamais regardé en arrière. Sa mère n'a jamais compris à quel point son enfance avait été traumatisante. C'est alors qu'une pensée terrible frappe Lisa comme un éclair, la plongeant dans le chaos et la peur. Mike la traiterait-il de la même façon? Mon Dieu, qu'avait-elle fait? Elle devait lui parler. Elle devait lui faire comprendre qu'il s'agissait d'une plaisanterie inoffensive. Une plaisanterie entre amis, rien de plus. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas pris en compte le passé douloureux de Mike, elle avait été prise par l'excitation de préparer ce qu'elle pensait être une farce inoffensive. Michael. Lisa chérissait ses collègues, et le fait d'aller travailler était un réconfort bienvenu. Ce lundi-là fut particulièrement productif. Alors que la journée de travail touchait à sa fin, elle jeta un coup d'œil à l'extérieur et vit Lisa debout près de sa voiture, attendant de partir. Comme elle ne l'avait pas encore remarqué, Mike se tourna vers l'un de ses collègues et lui demanda s'il pouvait se faire raccompagner à son hôtel, car il n'avait pas très envie de se retrouver face à sa future ex-femme. Il n'a aucune idée du temps qu'elle a passé à attendre. Son collègue accepta, et Mike ne mentionna pas la sortie latérale qu'il comptait emprunter. Lisa attendit patiemment Mike devant son bureau, debout à côté de sa voiture. Elle avait décidé de s'excuser pour son mauvais goût en matière de farce, espérant qu'ils pourraient passer à autre chose ensemble. Mais Mike n'est jamais sorti de l'immeuble. Elle attendit jusque tard dans la soirée, mais dut finalement rentrer seule chez elle, car sa voiture était la seule à rester sur le parking. Elle est rentrée dans une maison vide, accablée par un sentiment de perte et une anxiété croissante quant à ce que l'avenir lui réserve. La même chose s'est produite le soir suivant. Le troisième jour, elle a cessé d'attendre Mike. Au lieu de cela, elle lui écrivit une lettre sincère, exprimant son profond regret pour sa plaisanterie malencontreuse. Reconnaissant qu'elle avait été imprudente et inconsciente, elle n'a réalisé qu'à posteriori à quel point son idée était terrible. Elle lui demande de la pardonner et l'exhorte à ne pas l'exclure comme il l'a fait pour sa mère. Pourtant, elle n'a jamais reçu de réponse. Mike réfléchit, lorsque les femmes pensent que le simple fait d'avoir une conversation à cœur ouvert va tout arranger comme par magie, à quoi pense-t-elle vraiment? Étant donné ce que Lisa avait orchestré, probablement avec la participation d'autres femmes, que restait-il à discuter? Bien qu'elle soit parfaitement au courant de mes antécédents, elle a conclu qu'il était acceptable de m'embarrasser publiquement. Et que pourrait-il se passer si elle pensait que c'était acceptable? Aurait-elle, dans mon dos, entamé une liaison? M'humilierait-elle encore plus en la partageant avec tous ses amis? Pourquoi devrais-je m'empresser de lui parler si elle ne me respecte pas et ne tient pas compte de mes émotions? Et même si j'acceptais de parler, que se passerait-il si je devenais si furieux au cours de notre conversation que je m'emportais et laissais un bleu visible aux yeux de tous? Quelles en seraient les conséquences? Y a-t-il jamais eu une chance que nos vies s'épanouissent miraculeusement dans un conte de fées simplement en discutant? Il était temps de passer à autre chose, et je me suis rendu compte que tous ces allers-retours inutiles, ces discussions incessantes, n'étaient pas une solution. Un an s'était écoulé depuis que j'avais quitté mon travail et déménagé dans le Colorado, et Dieu que j'aimais cet état. Partout où je me tournais, j'étais entouré de paysages à couper le souffle, tandis que je dirigeais une nouvelle équipe qui fonctionnait comme une machine bien réglée. Dans ma vie privée, je n'ai pas eu à me plaindre non plus. Depuis 3 mois, je sortais avec une petite brune, dès le début, je lui ai expliqué pourquoi j'avais quitté ma femme. Elle m'a raconté comment elle aussi avait été humiliée et bisutée par ses soi-disant sœurs dans une sororité universitaire. En me regardant raconter mon histoire, elle a eu les larmes aux yeux, elle comprenait ma douleur, et je l'ai vue dans l'empathie qu'elle m'a témoignée. Un soir, dans le cadre d'une farce cruelle, elles l'ont attachée, complètement nue, à un arbre devant la maison de la sororité. Cette nuit-là, elle a ressenti un sentiment d'impuissance, de culpabilité et de honte qui a laissé des cicatrices permanentes dans son âme. Elle a fini par rompre les liens avec elle, a changé d'association et n'a plus jamais parlé à aucune de ses anciennes sœurs. Si l'une d'entre elles l'abordait sur le campus,
elle se détournait simplement et s'en allait sans un mot. Le plus absurde dans tout cela, c'est que, dans son ancienne sororité, elle était la plus brillante. Elle aidait souvent les autres à faire leurs devoirs, et après son départ à cause de leur farce, des rumeurs ont circulé selon lesquelles plusieurs membres avaient dû repasser leurs examens ce semestre-là parce que leurs notes avaient chuté. Elle et moi étions sur la même longueur d'onde, ce qui nous a permis de nous lier rapidement, et après avoir partagé nos passés tragiques, nous avons fait un vœu sérieux. Nous ne nous mettrions jamais intentionnellement dans une situation embarrassante et nous ne nous déshonorerions jamais l'une l'autre. Quelles que soient les circonstances. Si cela arrivait par accident, nous nous pardonnerions mutuellement. Le fait de savoir qu'aucun de nous ne mettrait délibérément l'autre dans une telle situation nous a rassurés tous les deux. Cela fait 1 an que j'ai gâché ma vie, me suis-je murmuré au cours d'une autre longue journée de solitude. Cette fichue farce stupide, qui rétrospectivement n'était pas aussi inoffensive que je l'avais cru, a détruit mon mariage. Elle a fait fuir l'homme que j'aimais, irrévocablement. Et je n'ai même pas pu lui parler. Je ne sais pas pourquoi nous, les femmes, pensons que nous avons un droit sacré et indéniable à être entendus. Après ce terrible week-end, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont demandé si je lui avais parlé, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. À chaque fois, je répondais la même chose, non, il ne m'en a jamais donné l'occasion. L'un de mes amis masculins, en apprenant la dure réalité de notre séparation, l'a résumé de manière succincte, tu l'as humilié, et tu n'as pas eu le choix, tu l'as humilié et il t'a quitté. Fin de l'histoire. Puis il a ajouté, tu aurais dû tenir compte de sa réaction à l'humiliation publique avant. J'ai cherché Mike pendant un certain temps, j'ai contacté son ancienne entreprise, sa mère et même certains de ses anciens amis. Mais personne ne semblait savoir où il se trouvait. Et si quelqu'un le savait, il voulait probablement me tenir dans l'ignorance. Peu de temps après, je n'ai pas pu faire face au paiement et j'ai perdu la maison. Je vis actuellement dans un appartement avec une fan de mon emploi actuel. Angie, mon amie, me pousse constamment à demander le divorce et à aller de l'avant. Elle pense que le fait qu'il n'ait pas eu la maturité ou le sens de l'humour nécessaire pour se remettre de notre petite plaisanterie en dit long sur la personnalité de mon mari. Elle pense que je devrais être heureuse qu'il ne fasse plus partie de ma vie. En réalité, il me manque. Chaque jour, nous travaillions bien ensemble. Nous nous adorions, j'aimais être sa femme. Nous voulions des enfants et étions sur le point de fonder une vraie famille. Ces enfants, Mike. Pourquoi avais-je été si bête? Avant d'aller embarrasser Mike devant tous nos amis, pourquoi ne me suis-je pas arrêté, ne serait-ce qu'une minute, pour réfléchir à la façon dont il réagirait à ma farce? Je devais vraiment le blesser si gravement, pour qu'il s'éloigne de notre, non, de ma, vie et ne revienne jamais en arrière. L'autre jour, j'ai envoyé des copies des documents de divorce à la résidence de sa mère, en invoquant l'abandon. Elle a rapidement appelé, me bombardant de questions. J'ai tout passé en revue avec elle. À la fin de notre conversation, elle pleurait. Elle m'a révélé, en sanglotant dans le téléphone, qu'elle n'avait jamais réalisé que ces punitions physiques publiques avaient laissé à Mike des cicatrices émotionnelles aussi graves. Elle n'avait pas parlé à Mike depuis plus d'1 an et, à la fin de notre conversation, elle m'a demandé ce qu'elle devait faire de la paperasse. Et après notre conversation difficile, elle se demandait s'il allait bientôt la contacter. Juste au cas où Mike déciderait de la contacter, je lui ai demandé de conserver les documents. J'avais demandé le divorce en invoquant l'abandon, et le tribunal avait immédiatement approuvé ma demande, car plus d'1 an s'était écoulé depuis son départ. Tout ce qui me restait lorsque notre mariage s'est effondré, c'était quelques milliers de dollars, tout ce qui restait après avoir payé les factures. Eh bien, quel profit incroyable j'ai fait, ai-je pensé avec sarcasme. Pour rire à ses dépens, j'ai jeté le seul homme que j'avais vraiment aimé. J'ai épousé un homme fantastique. Nous étions presque prêts à fonder une famille, j'avais de la stabilité, de l'amour, une forte connexion émotionnelle, et pourtant je me retrouvais seul, fauché et complètement vaincu. Michael. Voudriez-vous regarder des nouvelles aussi encourageantes? Je me sentais vraiment heureuse. Aujourd'hui, j'ai reçu les papiers de divorce de Liz et une longue lettre de ma mère. Je lui avais envoyé une carte pour la fête des mères le mois dernier, maintenant, elle avait mon adresse au Colorado. Depuis mon départ, je ne lui ai pas parlé, je ne sais pas trop pourquoi j'ai envoyé la carte. Peut-être que, d'une certaine manière, je lui avais pardonné, et peut-être qu'un jour je lirai vraiment la lettre qu'elle m'avait écrite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce jour-là. J'ai rangé la lettre de ma mère dans le tiroir de mon bureau, où je devrais être plus à l'aise. Maintenant que j'étais officiellement divorcé,
je pouvais enfin demander au nouvel amour de ma vie de m'épouser. Quelle belle journée nous vivons.